Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, la nouvelle émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France. Pour cette seconde émission, j'ai le plaisir de recevoir Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien ici. Vous avez été officier au sein des commandos parachutistes. Vous avez eu de nombreuses fonctions au sein de la DGSE. Vous avez été notamment à la tête de la direction du renseignement. Vous avez été nommé haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre jusqu'en 2009. Parallèlement, vous avez exercé de nombreuses responsabilités dans le monde de l'entreprise que vous connaissez bien. Vous avez, à ce titre, été président du CDSE, le club des directeurs de sécurité des entreprises. Et vous avez été président de l'Académie de l'intelligence économique. Et enfin, vous êtes commandeur de la Légion d'honneur. Beau parcours. On fait ce qu'on peut, c'est la chance et la vie, ça. Ouais, mais justement, est-ce que vous, quand vous étiez gamin, est-ce que vous pensiez à ce parcours-là et... Pas du tout. Alors pas du tout, parce que quand j'étais gamin, je voulais être militaire d'abord d'entrée, mais je voulais pas être militaire, je voulais être marin, officier de marine. Donc vous voyez, c'est pas du tout dans ce que j'ai fait après. Et puis c'est les aléas de la vie qui ont fait que je me suis retrouvé du côté de l'armée de terre, et puis ensuite dans le cadre des entreprises, et puis dans le cadre du renseignement, enfin dans beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui peut amener avoir au départ une envie d'une carrière militaire? Vous commencez au commando parachutiste, etc. Comment vous êtes amené à vous intéresser aux questions de sécurité, à l'intelligence économique en particulier? Alors, sur le renseignement, ça, je dirais que ça doit être un atavisme familial, parce que dans ma famille, on a toujours été ou fonctionnaire ou militaire, et le renseignement a fait partie de la vie d'un certain nombre de mes prédécesseurs, de ma famille. Maintenant, quand l'intelligence économique, c'est différent. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le renseignement au départ, renseignement militaire ou renseignement géopolitique. Je suis parti dans les mondes de l'entreprise pendant longtemps, et j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai découvert qu'en définitive, on pouvait utiliser les méthodes du renseignement pour avoir des informations sur la concurrence, sur l'environnement, sur comment ça se passait, et que c'était très utile dans le cadre des négociations qu'on pouvait mener, des opérations qu'on pouvait faire. Donc, j'ai découvert progressivement l'intelligence économique, et puis un jour, j'ai lu un livre d'un Américain, un porteur, qui expliquait ce que c'était selon sa conception. J'ai découvert que ce que moi, je pratiquais sans le savoir, en définitive, c'était ce que les Américains appelaient, à l'époque, la competitive intelligence, et que nous, on appelle l'intelligence économique. Donc, c'est la suite logique du reste, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'État français, les entreprises, on est suffisamment bons, performants sur les questions d'intelligence économique? Alors, malheureusement, je pense que non. Je dis malheureusement parce qu'il y a eu... L'État français, c'est très curieux, parce qu'on a eu une première vague dans les années 90-92, on a eu une grande vague d'intelligence économique, parce que l'État, à l'époque, s'est mobilisé. Et puis, pour des raisons que j'ignore, en définitive, c'est retombé. Le soufflet est retombé. C'est reparti en 2002. Et là, c'est là où on m'a nommé, moi, au responsable de l'intelligence économique, suite à un rapport qui expliquait justement qu'il fallait qu'on fasse pour relancer ces techniques, cette approche. Et puis, c'est retombé. C'est retombé parce qu'il y a de nouveau, il n'y avait pas eu une mobilisation de l'administration et de l'État. Il y a eu un peu l'effet de terrorisme aussi. Justement, mais il y a eu d'autres raisons. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'il y a eu plein d'autres choses. Par exemple, vous avez tout à fait raison. Par exemple, l'histoire du terrorisme, il est évident que ça a mobilisé tous les services de l'État, et en particulier les services de police, les services de renseignement. Donc pendant ce temps-là, ils n'allaient pas faire autre chose. Et maintenant, alors on est un peu tiraillé entre deux choses, parce qu'on voit que d'un côté, l'État a conscience qu'il faut défendre les entreprises, en particulier, et puis nos spécialités, notre patrimoine. Donc là, il y a une tendance à aller vers l'intelligence économique, mais d'un autre côté, il y a tellement d'autres problèmes auxquels on a à faire face qu'il n'y a pas une permanence de la volonté. Alors, ça donne le résultat actuel, c'est-à-dire du bon et du mauvais, et en tout cas insuffisamment par rapport à ce que font les Américains, à ce que font les Chinois ou ce que font les Russes. Il y a pas de... Et vous le sentez d'un point de vue économique, on en souffre. Ah oui, sur le plan économique, aujourd'hui, on voit que, par exemple, on a une affaire récente, c'est très intéressant, qui s'est passée, c'est Photonis. Photonis, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas plus exactement, ce sont des gens qui ont des technologies très pointues, à la pointe de ce qui se fait dans le monde, pour avoir la vision nocturne. Donc
Ça a des liaisons sur la défense, mais il n'y a pas que la défense. Bon. Photonis, récemment, le fonds qui détenait Photonis, société française, a décidé de le vendre à une société américaine. Bon. Heureusement d'ailleurs, tout le monde s'est mobilisant et non, c'est pas possible. Et l'État, ce qui est très rare, l'État a dit, il n'en est pas question. Alors ok, on ne vend plus. Ah oui, ok, on ne vend plus, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que si la société allait se vendre, c'est aussi parce qu'elle avait besoin de financement, de développement. Or là, à partir du moment où on ne se vend plus, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle continue à se développer? Alors les Américains, eux, ils répondraient en disant on va lui passer des contrats d'État. Comme chez nous, ce n'est pas toujours le cas, ben, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors vous savez, cette émission, elle s'appelle Continuum. On a beaucoup parlé de ces dernières années du continuum de sécurité. On a eu le rapport Fauvergue-Thourot de septembre 2018 qui s'appelle d'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. En ce moment, il y a l'écriture du livre blanc sur la sécurité intérieure et il y a un groupe de travail qui est sur le continuum. On parle donc beaucoup du continuum de sécurité, c'est très à la mode. Vous y croyez à ce continuum ou est-ce que c'est vraiment une tarte à la crème ? Ah non, moi je crois que c'est indispensable. Et alors, mais je vais vous dire, moi le continuum, j'ai entendu parler pour la première fois, alors quand il a été créé par le ministère de l'Intérieur, l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, qui était dans les années 90. Et le président, qui était un préfet qui s'appelait Herbès, nous a dit, à la première promotion, nous a dit « l'avenir, c'est le continuum de sécurité ». À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Bon. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour 3 raisons. C'est très simple en définitive. D'un côté, il y a une montée en puissance, en dehors du terrorisme, de la violence en général et des incivilités. Donc ça, c'est un phénomène réel. La société est plus violente et plus dure. Deuxième côté, les gens, à travers les réseaux sociaux, à travers l'information et à travers leurs attentes aussi, en veulent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les aide, qu'on les accompagne, qu'on les protège. Et puis il y a un troisième volet, c'est l'État. L'État, il a de moins en moins d'argent. Alors comment, dans un univers qui est de plus en plus violent, avec des gens qui demandent de plus en plus de sécurité, on y arrive quand on n'a pas d'argent? La conclusion, elle est très simple. C'est qu'il faut que l'État comprenne que la sécurité nationale, qui est assurée par le ministère de l'Intérieur, eh bien, il faut transférer une partie de ses activités régaliennes vers les polices municipales et des polices municipales vers les sociétés de sécurité privée. En réalité, il faut qu'on transfère l'ensemble du dispositif pour mieux répartir et pour que l'État puisse faire les missions les plus importantes, en payant bien sûr, en faisant avec les moyens qu'elle a, et elle pourra le faire, que les polices municipales assurent les missions qui sont des missions territoriales, et puis que les sociétés privées assurent les missions pour la sécurité des entreprises et d'autres types de sécurité. Et c'est très important. Mais aujourd'hui, il y a quand même encore, malgré tout, même si les choses ont un peu évolué effectivement depuis 2015 avec la vague d'attentats, une image, c'était le rapport Fauvergue-Thourot qui disait qu'il y avait une image un peu, pas désastreuse, mais en tout cas assez mauvaise de la sécurité privée, même si les choses s'améliorent. Oui. Comment aujourd'hui, avec ce que préconise le rapport Fauvergue-Thourot, comment on peut aujourd'hui améliorer l'image de la sécurité privée? Comment on peut arriver à professionnaliser? Parce que l'idée, vraiment, c'est de donner, comme vous le dites, davantage de moyens et de missions à la sécurité privée et aux polices municipales, en l'occurrence. Mais comment, du coup, assurer cette professionnalisation et cette meilleure image auprès du grand public ou auprès des grands décideurs? Alors, d'abord, la sécurité privée, c'est vrai qu'elle souffrait d'une très mauvaise image. Parce que effectivement, elle n'avait pas le personnel qui était employé dans les sociétés de sécurité privée. En général, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Pourquoi? Parce qu'il manquait de formation, il manquait de qualification et ils étaient très mal payés. Donc, quand vous avez ces 3 éléments ensemble, vous avez rarement la meilleure qualité. Bon, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce qu'il y a eu les certificats de qualification professionnelle, les CQP, qui ont commencé, et les contrôles qui sont suivis pour être sûr que les gens les avaient. Donc ça a déjà permis de mieux sélectionner. C'est pas parfait, mais ça s'est bien amélioré. Bon, il y a eu également le fait que on a eu des missions, que ces missions étaient mieux gérées par les entreprises, qui ont appris à gérer des missions plus importantes. Par contre, il y a toujours un problème de prix. Parce qu'il y a une concurrence sur les prix dans la sécurité privée qui est un véritable problème, parce que si vous négociez
un contrat avec un prix, un montant total qui est inférieur, qui est inférieur à celui simplement des charges que vous avez à supporter sur vos salariés, ça va mal se terminer. On a vu par le passé, très récent d'ailleurs, que l'État, les pouvoirs publics ne montraient pas forcément l'exemple, justement, en matière d'appel d'offres. Donc c'est un peu compliqué, justement, de taper sur les doigts de la sécurité privée et en même temps de ne pas donner l'exemple lors des appels d'offres. Alors, je suis bien d'accord, parce que quand je parle de sécurité privée, moi, j'assimile, par exemple, les gens qui travaillent à la sécurité à la SNCF ou ailleurs, ou dans des sociétés d'État, pour moi, c'est pareil que les autres. Pour moi, c'est la branche sécurité privée. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'État, même s'ils sont salariés de l'État et tout ce que vous voulez. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Or, il est indiscutable que les grandes entreprises nationales n'ont pas donné le bon exemple dans le cadre des négociations contractuelles, parce que chaque fois, ils ont essayé d'avoir le prix le plus bas. Et là, c'est un problème fondamental, à mon avis, de l'économie française en général, parce qu'il n'y a pas que là, on l'a partout. On l'a dans la grande distribution face aux agriculteurs, on l'a dans tous les domaines. Ce principe qui consiste à dire « j'achète le moins 10 ans », est une absurdité, parce que, certes, il faut essayer d'avoir un prix compétitif, mais la seule référence ne peut pas être que le prix. La qualité du service, la qualité du personnel, il y a tout ça qui joue aussi. Et justement, comment, au-delà de la question du prix, comment on professionnalise davantage le personnel? En plus, on a des échéances importantes, on a la Coupe du Monde de rugby, on a les Jeux Olympiques. Va se poser à la fois le défi, j'allais dire, du recrutement, du nombre de recrutements, et à la fois, effectivement, la qualité du recrutement. Si on veut avoir des gens de qualité, d'abord, il faut les chercher, il faut les payer, et il faut qu'ils aient été formés. C'est les trois choses. Donc, si on n'est pas capable de répondre à ces 3 éléments, on ne s'en sortira pas. C'est clair. Alors, l'État a un rôle à jouer. Alors, je sais que nous sommes dans un pays dans lequel il ne faut surtout pas imposer les prix, parce qu'il faut le jeu normal du marché, on connaît l'histoire. Mais il n'empêche que l'État doit mettre un certain nombre de règles du jeu. Alors déjà, on l'a fait avec la création du CNAPS, avec les contrôles sur la qualification professionnelle. Il y a déjà eu des gros progrès là-dessus, mais ce n'est pas fini. Et d'un autre côté, il faut qu'on évolue. Regardez, je prends un exemple tout bête. Les gardes armés, on a beaucoup parlé ces derniers temps des gardes armés. Le garde armé, c'est quoi? En définitive, si on résume la situation d'une manière très froide, je dirais en chef d'entreprise. Aujourd'hui, combien de policiers et de gendarmes font des gardes statiques pour garder monsieur un tel, madame un tel, tel site, tel machin? Ou un appartement vide. Ou un appartement vide, et ça arrive souvent. Bon, ça coûte une fortune, parce que ces gens-là, on les paye au prix de fonctionnaires qui ont été formés pour faire un certain nombre de missions. On leur fait faire un travail qui n'est pas le plus gratifiant, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça, c'est consommateur. Combien il y en a? Il y en a 10, peut-être 20 000. Il y a peut-être 20 000 gendarmes et policiers en France qui sont occupés à ça. Bon. Au moment où on vous dit l'État a besoin de ressources pour faire des missions régaliennes, est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser ces gens-là pour faire des missions pour lesquelles ils ont été formés dans leurs écoles et pour lesquelles ils sont payés? Et à ce moment-là, qui assure ces missions de garde armée? On peut parfaitement prendre des retraités de la gendarmerie, de la police nationale, de l'armée, qui savent ce que c'est qu'une arme, et qui savent s'en servir quand s'il le faut, et on les met à la place. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace, si vous voulez. C'est ça, là, le continuum, c'est comme ça qu'il faut le penser. C'est-à-dire qu'il faut changer de mentalité. Il ne faut pas voir, moi je suis ça, donc je préserve mes acquis et mes trucs. Non, il faut se dire, on a désespérément besoin pour le futur d'avoir une évolution dans laquelle tout le monde doit avoir sa part. Les Jeux Olympiques, tu l'as dit, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas résoudre le problème si on ne fait pas appel à des sociétés privées. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que ces sociétés privées, elles sont bien? Qu'est-ce qui se passe si on recrute une société privée qui va assurer la sécurité d'un stade et que tous les gens de cette société-là sont des gens, des islamistes de Daesh? Il va voir qu'on le vérifie avant quand même.
Donc on introduit aussi un autre niveau, c'est que pour ces métiers de sécurité, il faut aussi avoir une connaissance des gens pour être sûr qu'ils sont, je dirais, fréquentables. La question du criblage, effectivement. Oui, Alors, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai souci. Quand on parle du continuum, vous l'avez évoqué, on parle du rôle de l'État, on parle des collectivités territoriales, notamment avec les polices municipales, on parle des entreprises de sécurité privée, et puis souvent, on a tendance à oublier un peu les directeurs de sécurité dans les entreprises. Alors, on en parle peu d'ailleurs. Hein. Dans le rapport Fauvergue-Toureau, il est mentionné, je cite, de conforter le rôle et le positionnement des directeurs de la sécurité dans les entreprises. Vous avez été le patron du club des directeurs de sécurité des entreprises. Ça veut dire quoi, conforter le rôle et le positionnement des directeurs de la sécurité dans les entreprises ? Alors, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a en interne dans l'entreprise, il faut que le président et le directeur général reconnaissent l'importance du directeur de la sûreté. Oui, parce que parfois, il n'est pas dans les directions générales. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est plutôt très souvent à N-3, N-4 ou plus bas qu'au comité exécutif. Or, quand on voit les conséquences aujourd'hui des problèmes qui sont rencontrés dans les entreprises au niveau de la sécurité, il serait logique qu'on fasse monter le directeur de sûreté au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau du comité exécutif. Parce que c'est là où ça se passe. Ou à la rigueur, juste en dessous, mais pas à 3 ou 4 niveaux en dessous. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises prennent conscience que le risque de sécuritaire aujourd'hui est devenu un risque très très important pour le futur. Alors on le voit au niveau cyber, mais on le voit dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est un des endroits de l'entreprise sur lequel elle peut perdre le plus. Et à côté de ça, à côté des directeurs sécurité et de leur perception comme ça, il faut voir aussi l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut que l'État reconnaisse ce rôle de directeur sûreté, il faut qu'il le reconnaisse réellement. C'est-à-dire que l'État sache que dans chaque entreprise, il a un interlocuteur pour les problèmes de sécurité, c'est le directeur sûreté ou sécurité. Il faut que ce soit... Il faut qu'il ait... Oui, c'est un trait d'union entre l'État... Et il faut pour ça que l'État, lui, il soit informé, c'est-à-dire qu'il sache que les gens sont de vrais professionnels, bien sûr, qu'il ait des liaisons avec eux très régulière, enfin qu'il y ait un lien permanent entre l'État et les directeurs sûreté. Or, je constate que ce n'est pas du tout ce qui se passe, à part peut-être dans les sociétés d'État, comme on dit. Mais dans le reste, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comment alors, justement renforcer ce rôle-là ? Parce que de dire renforcer concrètement, ça veut dire quoi ? C'est dire. Il faut au niveau du ministre de l'Intérieur, si on regarde. Le ministre de l'Intérieur, il a sous sa coupe tout ce qui est gendarmerie et police, très bien. En gros, il a 120 000 et 120 000 personnes qui sont... Il a ensuite les polices municipales, qui contrôlent de loin, parce que pour le moment, ce n'est pas très bien défini. Et justement, il y a un problème, c'est que ce n'est pas assez défini, et qu'il va bien falloir un jour définir... Mais il y a autant de polices municipales que de mairies qui ont une police municipale. Mais justement, ce n'est pas normal. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de cohésion d'ensemble. Et là, ça veut dire que le ministère devrait quand même mieux se structurer pour être en liaison avec les municipaux. Mais en ce qui concerne les sociétés privées, c'est quand même un marché énorme. Il y a 140, 150 000 personnes concernées, c'est pas rien. Normalement, ça devrait être le troisième pied du ministère de l'Intérieur. Dans la sécurité. Il a la sécurité nationale, sécurité municipale et sécurité privée. Il devrait avoir des liens spécifiques, parce que ce n'est pas la même chose, on ne travaille pas de la même manière avec une société privée ou avec l'État. Mais tout ça, c'est une organisation qu'il faut penser. Moi, je pense que le continuum dont on parle depuis dans cette émission, le rapport Fauvergue, c'est un rapport qui justement ouvre un certain nombre de portes, mais l'erreur, ce serait de s'arrêter à ces portes-là. Je pense qu'il faut essayer de se projeter dans l'avenir et voir où on doit aller plus loin dans l'intérêt général. Et on va le voir, parce que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, enfin, tout ce qui va se passer dans les années à venir vont montrer qu'il faut qu'on repense tous nos modèles, dont les directeurs sûreté qui doivent devenir le cœur du dispositif pour les entreprises, avec l'État. Faire le lien entre l'État, les entreprises de sécurité privée, parce que les directeurs sécurité sont souvent aussi des donneurs d'ordre par rapport aux entreprises de sécurité privée, remontent de l'information potentiellement avec l'État, et on a le sentiment que c'est vraiment, comme vous le dites, ça évolue d'une entreprise à une autre. Effectivement, si on a une entreprise
étatique ou proche de l'État ou une autre grosse entreprise. C'est vraiment en fonction j'allais dire, des relations et des qualités de relations personnelles, ce qui joue beaucoup. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut une sorte de référentiel des directeurs sécurité et en même temps sans mettre en cause la souveraineté de chaque entreprise, quoi? Chaque entreprise est libre, bien entendu. Il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté des entreprises. Mais par contre, on peut se poser des questions. Il faut regarder toujours ce qui se passe dans les autres pays. Aux États-Unis, par exemple, on ne peut pas être directeur sûreté d'une grande entreprise si on n'a pas un diplôme, ça s'appelle le diplôme ASIS. Hein. Bon, et si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir fait ce que vous voulez dans la vie avant. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être nommé directeur sûreté parce que les compagnies d'assurance américaines ne marchent plus. Donc c'est clair. Bon, alors bien sûr, c'est un système coercitif, ça pose des problèmes, mais je crois que nous qui sommes exactement à l'opposé, puisque chez nous tout est possible, il faut peut-être qu'on réfléchisse un peu en se disant est-ce qu'il n'y a pas un chemin critique central entre ce que font les Américains et notre système à nous, où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et l'intelligence économique là-dedans, dans le continuum, ça a sa place et de quelle manière ? L'intelligence économique, elle a sa place dans la mesure où on a besoin, alors dans tous les domaines qu'on vient d'évoquer, on a besoin de renseignements, on a besoin d'informations. Alors bien sûr, il y a l'information purement sécuritaire, il y a l'information politique, il y a tout ce qu'on voudra, sociale et autres. Mais l'information économique, elle est très importante dans la partie, je dirais, entreprise privée, entreprise qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs, elle est très importante parce que nos entreprises aujourd'hui doivent faire face à des attaques en permanence de tous les points du monde. Et donc, il faut qu'on sache comment se défendre. Et pour se défendre, pour qu'un directeur sûreté en particulier puisse donner des avis, des informations à ses patrons, qu'un responsable de l'intelligence économique puisse donner des informations à ses patrons, il faut qu'il ait les informations utiles pour anticiper. Le secret de l'intelligence économique, c'est d'arriver à connaître suffisamment l'adversaire pour imaginer par avance ce qu'il va faire. Alors là, on est capable à ce moment-là de répondre. Mais est-ce qu'on a cette culture-là ? Est-ce qu'on ne manque pas un peu de patriotisme, patriotisme économique Oui, mais c'est vrai à la française. C'est vrai que là, on souffre beaucoup de ça par rapport à un Anglais, par rapport à un Allemand, par rapport à un Russe, par rapport à un Chinois, un Américain. Nous, on est très en retard par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a des difficultés. C'est qu'on a du mal, en définitive, à intégrer le fait que une attaque contre une entreprise française, c'est de l'emploi qui diminue en France. C'est ça qui est la clé. Il faut bien comprendre. Si mon entreprise, il y a des fuites d'informations vers des sociétés étrangères, elles vont exploiter ces fuites à leur profit, ça réduira le niveau d'emploi qu'il y a chez moi. Donc, mon intérêt, l'intérêt de l'État, c'est de protéger les entreprises françaises. Il ne s'agit pas de tomber dans le protectionnisme, bien sûr. Il ne s'agit pas d'empêcher la concurrence, pas du tout. Mais il s'agit simplement qu'on joue les mêmes règles du jeu. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'un bon nombre d'entreprises étrangères ne jouent pas nos règles du jeu. Regardez ce qui se passe avec les Américains, par exemple. Dans les dernières affaires comme Technip, BNP Paribas ou autres, ou Alstom, on a bien vu qu'ils ont des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Seulement avec ces méthodes, à chaque fois, ils gagnent. Donc il faut qu'on trouve quelque chose. Merci Alain Juillet pour cet échange et merci à Thorane France qui parraine cette émission. Thorane France a été heureux de vous présenter Continuum.